Bonjour, je m'appelle Silas Callahan, j'ai 30 ans. Je suis responsable du département d'ingénierie des systèmes d'eau dans une petite entreprise de construction à Greensboro, en Caroline du Nord, où les routes goudronnées s'étendent à l'ombre de vieux chênes et où le son des klaxons résonne comme un rythme familier de la ville. Mais ce n'est pas ici que je suis né, ni là où mon cœur se sent. J'ai grandi à Boone, une petite ville nichée au pied des Blue Ridge Mountains, où l'automne flamboie de feuilles d'érable rouges et de couvertures hivernales, tout recouvert d'une neige immaculée tel un tableau paisible. C'est là que mon enfance a commencé et aussi que tout dans ma vie a commencé à s'écrouler. Je suis assis ici, dans mon modeste appartement de Greensboro, à écouter les rires de mes jumelles, Maya et Lily, qui jouent avec des blocs de construction par terre. Elles sont ma lumière, la raison pour laquelle je me lève chaque jour, même si la vie n'a jamais été facile. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler du présent. Je veux parler du passé. À l'époque où je ne savais pas encore à quel point le silence familial pouvait être dangereux. Je veux vous parler de mon père, de ma mère, de ma petite sœur Émilie et de l'homme qui est entré dans nos vies comme une tempête silencieuse, balayant tout ce que j'appelais autrefois mon foyer. Boone, en Caroline du Nord, au début des années 2000, était un endroit où le temps semblait s'écouler plus lentement. Notre petite maison se trouvait au bout d'un chemin de terre, près d'un ruisseau murmurant. Je me souviens des après-midi à courir après mon père, Samuel Callahan, dans le champ herbeux derrière notre maison. Papa était grand, avec une voix chaude et grave, toujours coiffé d'une vieille casquette de baseball usée. C'était un plombier, un homme aux mains calleuses et aux blagues idiotes. Silas, mon garçon, disait-il souvent, l'eau est la force vitale de tout. Si tu comprends comment elle coule, tu comprends le monde entier. Moi, un petit garçon de 10 ans à l'époque, je hochais la tête, sans vraiment comprendre, mais j'adorais être à ses côtés. Ma mère, Sandra, était une femme douce mais forte. Elle travaillait dans une boulangerie en ville, et chaque soir, notre maison embaumait l'odeur des biscuits tout juste sortis du four. Émilie, ma sœur, de 8 ans ma cadette, était une petite fille joyeuse comme un oiseau. Elle avait de grands yeux ronds, des cheveux blonds dorés, et me suivait partout. Même si je faisais semblant de me plaindre. Silu, raconte-moi une histoire de fantôme, me suppliait-elle. Et même si j'étais fatigué d'une journée passée à courir partout, je lui inventais des histoires de fantômes vivant dans les bois. Notre vie était simple mais bien remplie jusqu'à mes 12 ans. C'est cette année-là que tout a basculé. Papa a commencé à tousser davantage. Au début, nous avons pensé que c'était juste un rhume, mais la toux a persisté. Il ne dormait pas la nuit et les visites à l'hôpital sont devenues plus fréquentes. Maman essayait de garder le sourire, mais je voyais ses yeux rougis par les pleurs, pensant que personne ne la regardait. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles d'érable rouge tombaient dans le jardin, papa m'a appelé dans sa chambre. Il était allongé dans son lit, plus maigre que je ne l'avais jamais vu, mais sa voix était toujours aussi chaleureuse. « Silu, dit-il en me prenant la main. Prends soin de maman et d'Émilie, d'accord ? Tu es l'homme de la famille maintenant. » J'ai hoché la tête, essayant de retenir mes larmes, mais intérieurement, j'avais envie de crier qu'il n'avait pas le droit de me quitter. 2 mois plus tard, papa est décédé d'un cancer du poumon. Je n'oublierai jamais ce jour. Maman était assise, immobile, sur le canapé, serrant Émilie fort contre moi, tandis que je restais dans le jardin à regarder le ruisseau couler, avec l'impression que le monde entier s'était effondré sous mes pieds. Après la mort de papa, notre maison est devenue étrangement silencieuse. Maman cuisinait toujours, prenait toujours soin de nous, mais la lumière dans ses yeux avait disparu. Émilie, qui n'avait que 4 ans, ne comprenait pas ce qui se passait. Mais elle ressentait le vide. Elle a arrêté de chanter ses chansons idiotes et s'est accrochée encore plus à moi. Moi, un garçon de 12 ans, je ne savais pas comment combler le vide laissé par papa. J'ai juste essayé de faire sourire maman, même si ses sourires se sont raréfiés. 4 ans ont passé, mais la douleur n'a jamais vraiment disparu. Elle persistait comme une ombre. À 16 ans, j'ai commencé à travailler à temps partiel dans une épicerie pour aider. Maman est sortie. Émilie, maintenant âgée de 8 ans, était toujours aussi joyeuse, mais j'ai remarqué qu'elle posait souvent des questions sur papa, comme si elle essayait de se raccrocher à un souvenir dont elle ne se souvenait pas complètement. « Silu, papa aimait-il chanter ?» demanda-t-elle un jour, alors que nous étions assis au bord du ruisseau. Je lui ai raconté les fois où papa chantait faux et où nous rions tous les deux, mais je savais qu'elle essayait de le garder vivant dans son esprit. Puis un jour, maman est rentrée à la maison avec un sourire étrange. « J'ai rencontré quelqu'un »
a-t-elle dit d'une voix douce mais pleine d'espoir. Ce quelqu'un était Raymond Holloway, un homme riche qui possédait une agence immobilière dans la banlieue de Boone. Il était toujours impeccablement habillé en costume et affichait un sourire que j'ai trouvé hypocrite dès le début. Il est gentil, Silas, a dit maman. Il veut nous aider. Raymond est entré dans nos vies comme une brise étrange. Il a offert des fleurs à maman, l'a emmené dîner et a même acheté une poupée de luxe à Emily avec moi. Il me tapait sur l'épaule, me traitait de sportif et me disait des choses comme « Tu vas faire de grandes choses, Silu ». Mais il y avait quelque chose dans son regard, froid et calculateur, qui me faisait frémir. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais j'avais l'impression qu'il jouait un rôle dans un scénario que lui seul connaissait. Quelques mois plus tard, maman annonçait son mariage avec Raymond. J'avais envie de protester pour lui dire que je ne lui faisais pas confiance, mais j'ai vu la lumière revenir dans ses yeux. Pour la première fois depuis 4 ans, elle souriait sincèrement. Je ne pouvais pas le lui enlever. Alors je suis resté silencieux. Nous avons emménagé dans la maison de Raymond, une grande maison sur un vaste domaine entouré de grands pins. Comparé à notre ancienne maison, cet endroit ressemblait à un palais. Il y avait un salon avec une grande cheminée, une salle à manger avec une table en bois poli, et un jardin si grand que je pouvais jouer au foot toute la journée sans heurter la clôture. Émilie adorait courir partout dans la maison, et maman semblait soulagée de ne plus se soucier de l'argent. Mais pour moi, cet endroit ne m'a jamais semblé être un foyer. C'était trop parfait, trop froid, comme un beau tableau sans vie. Raymond, comme je le soupçonnais, n'était pas le genre d'homme que maman voyait. Il contrôlait tout subtilement. Il décidait de ce que maman portait, de ce qu'elle mangeait, et même de la disposition des meubles. « Sandra, tu n'as plus besoin de travailler, » disait-il d'une voix douce mais tranchante. « Je vais prendre soin de toi. » Maman hocha la tête en le remerciant. Mais je la voyais se taire, comme si elle devenait peu à peu une autre version d'elle-même. Avec Émilie, Raymond était excessivement affectueux. Il lui caressait les cheveux, l'appelait « ma petite » et lui offrait des cadeaux, une robe, des chaussures, un collier. Émilie, qui n'avait que 8 ans, ne trouvait pas ça étrange. Mais moi, si. J'ai vu sa façon de la regarder, sa façon de se tenir trop près d'elle quand elle lui apprenait à jouer aux échecs. Un jour, je l'ai surpris assis à côté d'elle sur le canapé, la main sur son épaule, ses yeux me donnant envie de crier. « Silu, pourquoi la regardes-tu comme ça » demanda-t-il avec un sourire faux. Je ne répondis pas, j'entraînais Émilie dehors pour jouer. J'ai commencé à être plus attentive. Certains soirs, j'entendais des disputes étouffées dans la chambre de maman et Raymond. Une fois, j'ai vu maman essuyer des larmes en pensant que personne ne regardait. Et une fois, Émilie me l'a dit avec hésitation. Le beau-père de Silu m'a demandé si je voulais dormir dans sa chambre pour qu'il puisse me raconter des histoires avant de dormir. J'ai dit non, mais il a ri. Mon sang a bouilli. « N'accepte jamais ça, Émilie, dis-je en essayant de garder une voix calme. S'il fait quelque chose de bizarre, dis-le-moi tout de suite. Mais Émilie hocha simplement la tête et sourit. Je suis peut-être trop susceptible. Il est gentil, non? J'aurais voulu dire, non, il ne l'était pas, mais je n'avais aucune preuve. Juste une sensation de froid qui me parcourait l'échine. À 17 ans, j'ai commencé à envisager de quitter cette maison. Je ne supportais plus les faux-semblants étouffants du monde de Raymond. J'ai travaillé plus d'heures à l'épicerie, j'ai économisé et j'ai dit à maman que je ne voulais pas aller à l'université. Je voulais apprendre la plomberie et devenir plombier comme papa. Maman m'a soutenu, mais je voyais sa tristesse. « Tu es sûr, Silas » a-t-elle demandé. Raymond a dit qu'il pouvait payer les frais de scolarité pour un avenir meilleur. J'ai secoué la tête. Je veux y arriver seul, maman. En vérité, ce n'était pas seulement une question d'indépendance. Je voulais échapper à Raymond, à son regard, au malaise qu'il apportait. Mais je m'inquiétais pour maman et Émilie. Je me suis promis de rester en contact, de les protéger où que je sois. J'ignorais alors que ma décision de partir deviendrait le plus grand regret de ma vie. Le jour où j'ai quitté Boone, Émilie m'a serré dans ses bras. Je me tenais à l'extérieur du manoir. « Ne pars pas, Silas, dit-elle, les yeux pleins de larmes. Je lui ébouriffai les cheveux, forçant un sourire. Je t'appellerai chaque semaine, d'accord? Et tu dois tout me dire. Elle hocha la tête, mais je lus de la peur dans ses yeux, une peur que je ne comprenais pas vraiment sur le moment. Je montai dans le bus pour Greensboro,
un sac à dos rempli de quelques vêtements et de souvenirs de Boone. Regardant par la fenêtre, j'aperçus la petite silhouette d'Emily debout à la grille du manoir, à côté de Raymond, qui me fit un signe de la main avec son sourire parfait. Je fermai les yeux, essayant de chasser le malaise. Tout ira bien, me dis-je. Mais au fond de moi, je savais que je laissais quelque chose d'important derrière moi. Greensboro, lorsque je suis arrivé un matin d'été à l'âge de 18 ans, était un monde complètement différent de Boone. Fini les ruisseaux murmurants et les forêts de pins paisibles. À la place, il y avait le bruit des klaxons, des routes goudronnées brûlantes sous le soleil, et des immeubles en béton côte à côte. Je louais une petite chambre dans un vieil immeuble où l'odeur de moisi imprégnait les murs et où les disputes des voisins résonnaient à travers de fines cloisons en bois. La chambre était juste assez grande pour un lit simple. Une table pliante et une mini-cuisinière à gaz. Mais pour moi, c'était la liberté. Libéré du regard de Raymond, libéré du charme de ce manoir. J'ai commencé à travailler comme ouvrier du bâtiment sur un petit chantier. Le travail était éreintant, transporter du ciment, creuser sous un soleil de plomb. Mais je ne me plaignais pas. Chaque jour, la sueur trempant ma chemise, je pensais à papa. Il disait, l'eau est vitale, Silu. Alors, après le travail, j'ai étudié la plomberie. Non seulement parce que c'était le métier de papa, mais aussi parce que je voulais le sentir encore avec moi dans les tuyaux, dans l'écoulement de l'eau. J'ai trouvé un mentor, Joe, le chef du service des systèmes d'eau de l'entreprise. C'était un plombier chevronné aux cheveux gris et aux mains marquées de cicatrices. Il ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il enseignait, il disait, il faut écouter, Silu. Les tuyaux ont leur propre voix. Si tu n'y prêtes pas attention, tu ne les répareras jamais. J'ai appris à entendre le bruit des fuites, à trouver des fissures dans les vieilles canalisations, à installer des systèmes d'eau pour les maisons neuves. Le travail n'était pas facile, mais j'avais l'impression de construire quelque chose, même si ce n'était qu'une vie pour moi. Après un court apprentissage auprès de Joe, j'ai été réaffecté comme installatrice et réparatrice de systèmes d'eau. Plus besoin de transporter du ciment ou de pelleter de la terre, mais ce nouveau travail n'en était pas moins exigeant. Chaque soir, de retour dans ma chambre exiguë, j'appelais Emily. Ses appels étaient la lumière dans mes longues et épuisantes journées. Silu, aujourd'hui j'ai dessiné un cheval, gazouillait-elle d'une voix pleine d'enthousiasme. Maman a dit, c'est vraiment bien. Je souriais en l'imaginant à la table à manger du manoir, des crayons de couleurs éparpillés partout. Mais parfois, sa voix baissait. Steve m'a acheté une nouvelle robe, m'a-t-elle dit un jour quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Mais il continuait de me regarder l'essayer. C'était bizarre. Je serrais le téléphone fort, le malaise de mes jours de prospérité me remontant à la surface. J'essayais de rester calme, mais à l'intérieur, un incendie faisait rage. S'il fait quelque chose d'étrange, dis-le-moi tout de suite. Compris ? Dis-je d'une voix tremblante d'inquiétude. Émilie se contenta de rire doucement. Bon, je sais. Après avoir raccroché, j'avais l'impression qu'elle essayait plus de se rassurer que moi. La vie à Greensboro n'était pas facile. Je travaillais du matin au soir, parfois même le week-end, juste pour payer le loyer et la nourriture. Mais je n'oubliais jamais d'appeler Émilie. Ces appels me permettaient de tenir ma promesse à papa, prendre soin d'elle. Entendre sa voix me donnait l'impression que Boone n'était pas si loin, comme si je pouvais encore la protéger malgré les centaines de kilomètres qui nous séparaient. À 21 ans, ma vie a encore changé. J'ai rencontré une femme nommée Jessica dans un petit café près du chantier. C'était une serveuse aux cheveux bruns bouclés et au sourire qui me faisait chavirer. Jessica était différente de moi. Elle aimait parler, rire et trouvait toujours le moyen de me remonter le moral, même si j'étais fatigué. Nous sommes tombés amoureux rapidement, comme si nous cherchions tous deux quelque chose pour combler le vide de nos cœurs. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à la mairie, avec quelques amis et Joe comme témoin. L'année suivante, Jessica a donné naissance à des jumelles, Maya et Lily. Quand je les ai tenues dans mes bras pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la mort de papa. Un lien profond, comme si j'avais trouvé une raison de vivre. Maya, l'aînée de quelques minutes, avait les yeux brillants et une nature curieuse. Lily, plus petite et plus légère, était douce, souriante même dans son sommeil. En les regardant, je me suis juré de tout faire pour leur offrir une vie meilleure que la mienne. Mais la vie ne s'est pas déroulée comme je l'avais rêvé. Jessica a commencé à changer après la naissance.
Elle est devenue irritable, se disputant souvent avec moi à propos d'argent, de mes heures supplémentaires, de l'appartement exigu où nous vivions. « Tu n'es jamais là, Silu » a-t-elle crié un soir où je suis rentré tard, couvert de terre du chantier. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça, ai-je essayé de lui expliquer pour la prendre dans mes bras, mais elle m'a repoussé. Un matin, alors que Maya et Lily n'avaient que 2 ans, je me suis réveillé avec un mot sur la table de la cuisine. « Je suis désolé, Silu. Je ne peux plus continuer comme ça. Occupe-toi des filles. » Jessica était partie sans un au revoir, sans laisser de traces. Je suis devenu père célibataire du jour au lendemain. Notre appartement délabré ne comptait plus que moi et mes 2 filles. Les premiers jours, je dormais à peine. Le jour, je travaillais sur le chantier, réparant des tuyaux, les mains tremblantes d'épuisement. Le soir, je changeais les couches, préparais du lait maternisé et chantais des berceuses à Maya et Lily. Ma voix fausse n'était pas plus belle que celle de papa. Certains soirs, quand les 2 filles pleuraient en même temps, je m'effondrais par terre, la tête entre les mains, me demandant si j'y arriverais. Mais ensuite, je plongeais mon regard dans leurs yeux clairs et innocents, et je savais que je ne pouvais pas abandonner. Joe m'a beaucoup aidé. Il me donnait des horaires plus courts, me faisait une avance pour les couches et le lait maternisé. « Tu t'en sors bien, Silu » me disait-il en me tapant sur l'épaule. « Ton père serait fier. » Ces mots m'ont soutenu. J'ai commencé à me renseigner sur les systèmes d'eau plus complexes, en suivant des cours du soir pour me perfectionner. Je voulais être technicienne, pas seulement ouvrière. Je voulais que Maya et Lily aient un avenir meilleur, même si cela impliquait des nuits blanches et des journées épuisantes. Malgré les difficultés, je n'ai jamais cessé d'appeler Émilie. Elle avait 15 ans maintenant, sa voix toujours joyeuse, mais avec une nouvelle maturité. « Silu, j'ai eu un A en art », se vantait-elle lors d'un appel. Mais parfois, elle disait des choses qui m'inquiétaient. « Beau-père vient dans ma chambre quand maman n'est pas là », dit-elle un jour d'une voix hésitante. « Il me pose juste des questions sur l'école, mais je n'aime pas ça. »« Émilie, s'il fait quelque chose de mal, dis-le-moi », dis-je d'un ton sérieux. « N'importe quoi », rit-elle, mais son rire au téléphone sonnait creux. « Je vais bien, Silas. Ne t'inquiète pas. » Je voulais la croire, mais le malaise persistait. Je me suis demandé si je devais retourner voir Boone juste pour m'assurer qu'elle était en sécurité. Mais alors, je regardais Maya et Lily, dormant paisiblement sur le vieux matelas dans un coin, et je savais que je ne pouvais pas les quitter. À 25 ans, la vie m'offrait enfin une lueur d'espoir. Après 7 ans de travail acharné, du transport de ciment aux nuits blanches à étudier la plomberie, j'ai été promu technicien en réseau d'eau dans l'entreprise de construction de Greensboro. Fini le transport de ciment sous un soleil de plomb. J'avais maintenant un petit bureau, un salaire suffisant pour acheter du lait et des vêtements neufs à Maya et Lily, et le rêve modeste d'une vraie maison mieux que l'appartement délabré où nous vivions. J'imaginais emmener mes filles au parc, leur acheter des glaces, leur raconter des histoires sur leur grand-père, Samuel. Mais avant que ce rêve ne prenne forme, un coup de fil a tout bouleversé. C'était un matin d'octobre, les feuilles dorées tombaient sur les rues de Greensboro. Le téléphone vibra sur la table de la cuisine tandis que je préparais du lait maternisé pour Maya et Lily. Je jetai un coup d'œil à l'écran, vis le numéro de maman et souris, pensant qu'elle appelait pour prendre des nouvelles des filles, comme elle le faisait souvent. Mais quand je répondis, ce n'était pas la voix de maman à l'autre bout du fil. C'était Raymond, d'une voix basse et froide, comme s'il lisait une déclaration. « Silu, dit-il. Ta mère ? Elle est décédée. Un accident de randonnée. Je suis vraiment désolé. » Je restai figé, serrant si fort le téléphone que mes jointures blanchirent. « Décédée » répétai-je comme si le mot n'était pas réel. Ma mère, elle n'aimait pas la randonnée. « Que s'est-il passé » soupira Raymond, un son que je connaissais trop bien pour être faux. Elle voulait essayer quelque chose de nouveau. « Silu, on est allé faire de la randonnée ensemble, mais elle a glissé. » J'ai essayé de la rattraper, mais c'était trop tard. J'avais envie de crier pour lui demander pourquoi il avait emmené ma mère, qui n'aimait pas l'aventure, en haut d'une montagne, mais ma gorge se serra. « J'ai besoin de voir Émilie, dis-je d'une voix rauque. « Où est-elle » répondit Raymond d'une voix toujours neutre. « Elle est sous le choc, mais je vais m'occuper d'elle. Reviens, Silu. » Il y avait une légère tension dans son ton, presque comme un ordre. Je raccrochai, l'esprit en ébullition. Maya et Lily jouaient encore par terre, inconscientes de la tempête qui venait de me frapper.
Je m'affaissai sur une chaise, les mains tremblantes, essayant de digérer ce que j'avais entendu. Maman était partie, en randonnée, avait glissé. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Je pris quelques jours de congé, demandai à un voisin de garder Maya et Lily, et pris le premier bus pour Boone. Pendant le long trajet, je ne pouvais m'empêcher de penser à la voix de maman lors de nos derniers appels. Elle parlait de Raymond, de sa gentillesse, mais il y avait toujours une hésitation, comme si elle cherchait à se convaincre elle-même. Je me suis souvenu des histoires d'Émilie sur le comportement étrange de Raymond, comment il lui caressait les cheveux, lui offrait des cadeaux privés, posait des questions qui la mettaient mal à l'aise. Aurait-il pu, me suis-je demandé, puis j'ai repoussé cette pensée. C'est impossible. Lorsque le bus s'est arrêté à Boone, le crépuscule tombait. L'air de la montagne était glacial, mais je ne ressentais que le froid dans mon cœur. J'ai pris un taxi jusqu'au manoir de Raymond, où maman et Émilie vivaient depuis mon départ. La maison était la même, entourée de pins majestueux, une lumière chaude se déversant par les fenêtres. Mais ce n'était pas chez moi. Ça ne l'avait jamais été pour moi. Raymond a ouvert la porte, affichant ce sourire que je trouvais toujours faux. « Silu » a-t-il dit d'une voix parfaitement triste. « Je suis tellement désolé pour ta mère. »« Entre. » Il m'a conduit au salon où la cheminée crépitait. Émilie était assise sur le canapé, la tête baissée, ses cheveux blonds emmêlés en désordre masquant son visage. Elle avait 17 ans maintenant, beaucoup plus maigre que la dernière fois que je l'avais vue, les yeux rouges et perplexes. Je me suis agenouillé devant elle et lui ai pris les mains. « Émilie » ai-je murmuré. « C'est moi. » Elle a levé les yeux et, l'espace d'un instant, j'ai revu la petite fille de 8 ans qui me serrait dans ses bras au bord du ruisseau à Boone, mais ses yeux étaient maintenant emplis de douleur. « Silu » a-t-elle murmuré, avant de fondre en larmes dans mes bras. Je l'ai serré fort, le cœur brisé. « Maman » a-t-elle sangloté en tombant d'une falaise. Je l'ai serré contre moi, retenant mes larmes. « Tout va bien, Émilie. Je suis là maintenant. » Mais en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, j'ai vu Raymond debout dans un coin, les mains dans les poches, ses yeux froids nous observant. Il y avait quelque chose dans son regard. Ni le chagrin, ni la perte, mais le contrôle. Un frisson m'a parcouru l'échine. Les funérailles de maman ont eu lieu par une matinée maussade, une pluie fine tombant sur les vieux chênes de Boone. La petite église était remplie de voisins, d'anciens amis de maman et d'inconnus, probablement des associés de Raymond. Je suis resté à côté d'Émilie, lui tenant la main pendant toute la cérémonie. Elle n'a pas parlé, la tête baissée, les épaules tremblantes. J'aurais voulu la réconforter, mais je ne savais pas quoi dire. Comment la consoler alors que j'étais moi-même engourdi? Le cercueil de maman était posé devant l'autel, couvert de marguerites blanches, sa fleur préférée. Je l'ai fixé, essayant d'imaginer son visage, son doux sourire, mais je ne voyais qu'elle dans ces derniers jours, ses yeux vides lorsqu'elle parlait de Raymond. « Maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit » ai-je pensé. Des larmes coulaient silencieusement. Après les funérailles, les gens se rassemblèrent au manoir de Raymond pour présenter leurs condoléances. Debout dans un coin du salon, je regardais passer les inconnus, leur adressant des paroles creuses de réconfort. Émilie était assise, recroquevillée sur une chaise, serrant un oreiller, le regard perdu dans le vide. Raymond se faufilait dans la foule, jouant parfaitement le rôle du mari en deuil. Il serrait des mains, remerciait les gens d'être venus, en serrait même quelques-uns dans ses bras, les yeux embués. Mais je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. J'entraînai Émilie dans le jardin où l'air était vif et sentait le pin. « Émilie, dis-je, assise à côté d'elle sur un banc en bois. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Ce qui s'est passé exactement. Elle me regarda, le regard perplexe. « Je ne sais pas, Silu, murmura-t-elle. Maman et beau-père sont allés faire de la randonnée. Maman a dit qu'elle voulait essayer, mais qu'elle n'aimait pas la randonnée. Je ne comprends pas. » Sa voix se brisa et elle enfouit son visage dans mon épaule. Je la serrai dans mes bras, essayant de garder mon calme. Raymond dit qu'elle avait glissé. Y avait-il quelqu'un d'autre? Quelqu'un a-t-il vu quelque chose? Elle secoua la tête. Juste son beau-père. Il disait qu'il ne pourrait pas la récupérer à temps. Mon sang bouillonnait. Juste Raymond. Pas de témoin. Rien que sa parole. Mais je ne pouvais pas dire ça à Émilie. Pas quand elle était en train de craquer comme ça.
Cette nuit-là, je suis resté au manoir, dormant dans mon ancienne chambre, sentant encore le pain et les souvenirs d'enfance. Émilie dormait à côté, mais je l'entendais sangloter à travers le mur. Je voulais la réconforter, mais je ne savais pas comment. J'étais allongé dans mon lit, les yeux rivés au plafond, l'esprit submergé de questions. Pourquoi maman était-elle partie en randonnée? Pourquoi Raymond était-il le seul présent? Et pourquoi me donnait-il toujours l'impression qu'un serpent s'enroulait autour de mon cœur? Le lendemain matin, j'ai rencontré un policier au poste de Boone. Il était d'âge mûr, le visage sévère et la voix monocorde. Nous avons enquêté, monsieur Callahan. Il a dit que c'était un accident. Monsieur Holloway a dit que madame Sandra avait glissé d'une falaise. Aucune preuve d'acte criminel. J'ai serré les poings, essayant de. Reste calme. As-tu vérifié les lieux? Quelqu'un a-t-il vu quelque chose? Il secoua la tête. Le site était difficile d'accès. Seul monsieur Holloway était là. Nous n'avons rien trouvé d'anormal. J'ai quitté le poste impuissant. La police a parlé d'accident, mais je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Je suis retourné au manoir, déterminé à ramener Emily à Greensboro avec moi. Tu ne peux pas rester ici avec lui. Je le lui ai dit dans le salon. Je prendrai soin de toi. Mais Emily secoua la tête. Ses yeux étaient rouges. Je veux rester, Silu. C'est la maison de maman. Je ne peux pas partir. J'ai voulu argumenter, mais son regard m'a arrêté. Elle n'était pas seulement en deuil de maman. Elle se perdait. Je suis rentré à Greensboro après les funérailles, chargé de chagrin et de questions sans réponse. Maya et Lily m'ont accueilli en me serrant fort dans mes bras, et je les ai serrés dans mes bras, retenant mes larmes. « Comment va grand-mère » a demandé Lily d'une voix innocente. Je ne pouvais pas répondre. Je les ai serrées plus fort comme si elles étaient les seules choses qui me retenaient. Debout. Chaque nuit après ça, je suis resté éveillé en pensant à maman, Émilie Raymond. J'appelais Émilie tous les jours, mais sa voix devenait plus distante. Je vais bien, disait-elle, mais je savais que c'était un mensonge. J'ai remarqué que Raymond répondait souvent au téléphone pour elle, disant qu'elle était occupée par l'école ou qu'elle dormait. Elle a besoin de temps. Silu, disait-il d'une voix douce mais froide. J'ai agrippé le téléphone, mon malaise grandissant. J'ai commencé à faire des recherches sur les accidents de randonnée à Boone, lisant tous les articles locaux que je pouvais trouver, mais il n'y avait rien d'autre que de brefs rapports. Une femme de 43 ans décède dans un accident de randonnée. Aucun détail, aucun soupçon, rien. J'ai appelé de vieux amis à Boone pour leur demander s'ils savaient quelque chose d'inhabituel, mais personne n'a rien dit d'autre que ce que la police avait dit. Raymond est un type bien, Silas, m'a dit un ami au téléphone, d'une voix compatissante. Il aimait ta mère. N'y pense pas trop. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser. Mais les mauvaises choses, comme je l'ai appris, arrivent souvent par vagues, s'abattant sur vous avant même que vous ayez pu reprendre votre souffle. Quelques jours seulement après les funérailles, un autre appel a de nouveau bouleversé mon univers. Cette fois, ce n'était pas Raymond. C'était un policier du commissariat de Boone. Monsieur Callahan, a-t-il dit d'une voix basse et prudente. Nous venons de recevoir un rapport de monsieur Holloway. Votre sœur, Emily, a fugué. J'ai senti le sang me quitter le visage, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Fuir? Ai-je répété comme si ces mots n'étaient pas réels. Que voulez-vous dire? Emily ne ferait jamais ça. L'agent a soupiré. Monsieur Holloway a dit qu'elle avait laissé un mot. Il disait qu'elle avait besoin de liberté, qu'elle ne pouvait plus gérer la situation après la mort de votre mère. Nous la recherchons, mais nous n'avons aucune piste pour l'instant. Je ne pouvais pas respirer. Emily, la petite fille qui me suivait à travers les champs de Boone, qui dessinait des chevaux négligés et riait à mes histoires de fantômes, ne s'enfuirait pas sans un mot. J'ai besoin de voir ce mot, ai-je dit de ma voix. Je viens à Boone maintenant. J'ai raccroché sans attendre de réponse. J'ai fait mon sac, supplié mon voisin de garder Maya et Lily à nouveau, et me suis précipité à la gare routière, le cœur battant à tout rompre. Arrivé chez Raymond, dans le manoir, il faisait nuit noire, une pluie fine tombait sur les pins. Raymond ouvrit la porte, le visage sombre, mais je ne vis aucune trace de douleur dans son regard. Silu, dit-il d'une voix neutre. Je suis vraiment désolé pour Emily.
J'ai essayé de la retrouver, mais elle... Il s'interrompit, secouant la tête, comme s'il avait le cœur brisé. Je n'ai pas apprécié son numéro. Où est le mot, l'interrompis-je d'une voix froide. Raymond me conduisit au salon où un morceau de papier était posé sur la table en bois poli. Je le pris, les mains tremblantes. Le mot était court, juste quelques lignes à l'encre noire. Je suis désolé. Je ne peux plus rester ici. Maman est partie. J'ai besoin de liberté. Ne me cherche pas, Émilie. Je le lus et le relus, cherchant un signe. C'était son écriture, mais quelque chose clochait. L'écriture était nette, précise, pas le gribouillage confus et émotionnel qu'Émilie utilisait dans les lettres qu'elle m'envoyait quand j'ai emménagé à Greensboro. Et le ton, froid, distant, n'était pas celui d'Émilie, pas celui de la fille qui m'appelait Silu d'une voix enjouée. Ce n'est pas Émilie, dis-je en fixant Raymond du regard. Elle n'a pas écrit ça, dit-il en fronçant les sourcils, l'air surpris. Silu, tu es en deuil. Je comprends, mais c'est l'écriture d'Émilie. Je l'ai trouvée sur son bureau ce matin. J'ai serré le mot, j'avais envie de le déchirer. Émilie ne voulait pas me quitter, ai-je grogné. Elle m'appellerait. Dis-moi ce qui se passe, Raymond. Il a posé une main sur mon épaule, un geste que j'ai immédiatement ignoré. Tu dois te calmer, Silas, a-t-il dit d'une voix douce mais tranchante. Émilie est à cet âge rebelle. Elle a perdu sa mère. Elle est sous le choc. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps. J'avais envie de lui hurler au visage pour lui faire oublier ce faux sourire, mais je me suis retenu. Je n'avais aucune preuve. Rien que le sentiment que Raymond cachait quelque chose. Je suis allé au commissariat de Boone juste après avoir apporté le mot. L'agent Harris, celui-là même à qui j'avais parlé de maman, l'a regardé à l'intérieur. Nous avons vérifié sa chambre. Il dit, aucun signe d'effraction ou de lutte. Ce mot est notre seule piste. Nous avons émis un avis de recherche, mais il marqua une pause, le regard compatissant. Parfois, les filles de son âge ont juste envie de fuir. Émilie ne s'est pas enfuie. J'ai perdu le contrôle, frappant le bureau avec ma main. Ce n'est pas elle qui a écrit ce mot. Avez-vous vérifié l'écriture? Avez-vous parlé aux voisins? Avez-vous enquêté sur Raymond? Harris fronça les sourcils. Monsieur Holloway est un citoyen respecté, Monsieur Callahan. Il a pleinement coopéré. Rien ne prouve que ce ne soit pas la décision d'Émilie. J'ai quitté le poste avec un profond sentiment d'impuissance. Je savais qu'Émilie ne s'était pas enfuie. C'était ma sœur, celle que j'avais promis de protéger. Je suis retourné au manoir, exigeant de voir sa chambre. Raymond m'a conduit à contre-cœur à l'étage et a ouvert sa porte. La chambre était le même lit simple avec une couverture bleu clair, un bureau couvert de crayons de couleur, un tableau de cheval au mur. Mais quelque chose clochait. Tout était trop ordonné, comme quelqu'un avait fait le ménage avant mon arrivée. J'ai fouillé ses tiroirs, son placard, à la recherche d'Émilie, mais je n'ai rien trouvé. Pas de téléphone, pas d'agenda, pas de bout de papier, à part ce mot suspect. Elle n'a rien pris, ai-je demandé à Raymond d'une voix tremblante. Il a haussé les épaules. Juste un petit sac à dos. Je ne sais pas où elle est allée. Je l'ai regardé droit dans les yeux, cherchant une faille dans son sang-froid, mais il était trop parfait, trop calme. J'ai quitté le manoir avec l'impression de lutter contre une ombre. De retour à Greensboro, je ne tenais pas en place. J'ai posté des nouvelles d'Émilie sur tous les forums locaux, collé des tracts dans Boone et Greensboro, appelé ses amis, et même interrogé d'anciens voisins. Personne ne l'avait vue. Personne ne savait rien. J'appelais Raymond tous les jours pour lui demander s'il avait trouvé des pistes, mais sa réponse était toujours la même. Je fais de mon mieux, Silu. J'ai commencé à perdre le sommeil, mon esprit se remplissant d'images d'Émilie seule quelque part, ou pire, captive de l'homme en qui je n'avais jamais eu confiance. Maya et Lily ont senti ma tension. Ça va, papa, demanda Lily un soir, tandis que j'étais assise, hébétée, à la table de la cuisine. Je la serrai dans mes bras, forçant un sourire. Mais intérieurement, je craignais d'avoir rompu ma promesse envers papa, maman et Émilie elle-même. Un an s'était écoulé depuis la disparition d'Émilie, mais la douleur et le malaise ne me quittaient jamais. Chaque jour. Je me réveillais en espérant un appel, un message, un signe qu'elle était encore en vie. J'ai collé des tracts à Greensboro, appelé la police de Boone chaque semaine,
mais la réponse était toujours la même. Aucune nouvelle piste, monsieur Callahan. Le mot que Raymond m'avait donné restait la seule preuve, mais je ne pouvais pas l'accepter comme une vérité. Émilie ne partirait pas sans m'avoir dit un mot. Pas elle. J'essayais de faire en sorte que Maya et Lily continuent de vivre. Les filles, maintenant âgées de 5 ans, bavardaient sans cesse et couraient dans le petit appartement avec leur rire clair et joyeux. Mais même les moments les plus heureux, lorsque Maya dessinait un dessin bâclé de notre famille ou que Lily chantait une comptine fausse, ne parvenaient pas à effacer le vide intérieur. Moi. J'ai regardé mes filles et j'ai vu Émilie dans leurs yeux, dans leurs sourires innocents. Je me suis dit que je devais être forte, pas seulement pour elle, mais aussi pour la promesse que j'avais faite à papa de protéger ma sœur. Mon emploi dans l'entreprise de construction est resté stable. J'étais désormais une technicienne en système d'eau respectée, souvent chargée de projets complexes. Mais un matin d'automne, mon patron m'a convoqué dans son bureau avec une offre qui m'a fait battre le cœur. Silu, m'a-t-il dit, nous avons un gros projet dans la banlieue de Boone, un nouveau complexe hôtelier. Je veux que tu diriges l'équipe des systèmes d'eau là-bas. Es-tu prête à t'installer là-bas pour quelques mois? Boone? Rien que d'entendre ce nom m'a retourné l'estomac. C'était là que maman est morte, qu'Émilie a disparu, où les souvenirs d'enfance étaient ternis par l'ombre de Raymond. Mais je n'avais pas le choix. Ce projet était une chance d'obtenir une augmentation pour économiser suffisamment pour offrir à Maya et Lily un meilleur foyer. D'accord, ai-je dit, même si j'avais envie de crier, non, je le fais. J'ai fait mes bagages et j'ai installé Maya et Lily dans un petit appartement loué à la périphérie de Boone, à quelques kilomètres du manoir de Raymond. L'appartement était meilleur que celui de Greensboro, pas d'odeur de mildiou, avec des fenêtres donnant sur un petit champ. Mais il ne pouvait pas cacher le malaise d'être de retour ici. Chaque matin, je passais devant des routes familières, à travers des forêts de pins, et le ruisseau qui était autrefois mon terrain de jeu et Émilie. Chaque coin, chaque arbre me rappelait elle, maman, des jours où je pensais que notre famille resterait ensemble pour toujours. Le projet Resort a commencé rapidement. J'ai travaillé avec une équipe qui installe des systèmes d'eau pour les villas de luxe. Le travail occupé m'a aidé à oublier temporairement la douleur. Mais chaque soir, retournant dans l'appartement et voyant Maya et Lily jouer sur le sol, j'ai pensé à Émilie. J'ai quand même appelé la police, vérifié les formulaires en ligne, mais il n'y avait rien de nouveau. Émilie avait disparu dans l'air. Puis un jour, tout en examinant les plans sur le site, mon téléphone a bourdonné. C'était Raymond. J'ai presque laissé tomber mon stylo. Je ne lui avais pas parlé depuis notre dernière rencontre au poste de police lorsque je l'ai interrogé sur la note d'Émilie. Silas. Sa voix est passée, douce mais froide comme toujours. J'ai entendu dire que tu t'avais reculé. Pourquoi ne visitez-vous pas? Amenez les filles. Le manoir a une grande cour. Une femme de ménage pour s'occuper d'eux. Ils vont adorer. J'ai saisi le téléphone, me sentant comme un serpent se glisser sur moi. Je suis occupé, Raymond, dis-je, essayant de garder ma voix calme. Mais il n'a pas abandonné. Allez, Silu. Nous sommes une famille. Maya et Lily apprécieraient l'arrière-cour. Je veux juste aider. Je voulais refuser de crier qu'ils n'étaient pas ma famille, mais j'ai pensé aux filles. Maya et Lily avaient été enfermées dans l'appartement toute la semaine, et je n'avais pas eu le temps de les retirer. J'y penserai, j'ai répondu, puis j'ai raccroché. Ce week-end, j'ai emmené à contre-cœur Maya et Lily au manoir de Raymond. Je me suis dit que nous resterons une heure juste pour laisser les filles jouer, puis partir. À notre arrivée, Raymond a ouvert la porte, clignotant son sourire parfait. Silly, bienvenue retour, a-t-il dit, puis s'agenouilla pour ébouriffer les cheveux de Maya et Lily. Ces petites princesses poussent si vite. Mes filles souriaient rusées pendant que je me tenais là, les mains serrées, regardant chacun de ses mouvements. Le manoir était inchangé, vaste, froide, avec des murs blancs et des meubles polis. Jouez, les filles, dis-je, forçant un sourire. Mais en s'enfuyant, je me suis tourné vers Raymond, ma voix bas. Nous ne restons pas longtemps. C'est juste pour les filles. Il hocha la tête, ses yeux brillant avec quelque chose que je ne pouvais pas lire. Quoi que vous disiez, Siu. Je veux juste que les filles s'amusent. Nous nous sommes assis dans le salon et il a commencé à parler de son activité immobilière comme pour me distraire, mais je n'écoutais pas. Je pensais à Émilie. La note maman. Je voulais le confronter,
mais je savais qu'il était juste de répéter la porte de verre, en les regardant courir et Jègle pendant que Hélène se détendre à Raymond debout au bord de la cour en regardant les filles. Changer. Chambre, serrant sa vieille poupée, regardant dans l'espace. Je me suis agenouillé à côté d'elle, lui prenant la main. Maya, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Mais elle n'a pas répondu, secoua juste la tête, les lèvres pressées serrées. J'ai paniqué, je me tournai vers Lily. Lily, que s'est-il passé? Était quelque chose d'étrange chez grand-père hier? Lily hésita, ses grands yeux remplis d'inquiétude. Nous avons joué à cache-cache, dit-elle, sa voix minuscule. Maya me cherchait, puis elle s'est juste assise tranquillement et je ne parlais plus. J'ai serré Lily dans ses bras, essayant de rester calme, mais une tempête faisait rage en moi. Est-ce que Mia est allée n'importe où? A-t-elle rencontré quelqu'un? J'ai demandé. Lily secoua la tête. Je ne sais pas, papa. Elle est juste devenue silencieuse. J'ai emmené Maya chez le médecin ce jour-là. Le médecin l'a examinée, disant qu'il n'y avait rien de mal physiquement, mais qu'elle aurait pu subir un choc psychologique. Un choc? Qu'est-ce qui aurait pu causer cela? J'ai demandé, mon cœur battant. Le médecin secoua la tête. Parfois, les enfants réagissent fortement aux changements ou aux événements inattendus. Gardez un œil sur elle et donnez-lui du temps. Mais je ne pouvais pas attendre. Je suis retourné dans le manoir de Raymond ce soir-là, laissant Lily avec le voisin et tenant Mia fermement dans mes bras. Raymond ouvrit la porte, finant surprise. Silas, qu'est-ce qui ne va pas? De retour si tôt? Je n'ai pas perdu de temps. Maya n'a pas parlé depuis hier, Raymond. Après avoir joué ici, que s'est-il passé? Il fronça les sourcils, sa voix dégoulinant de sympathie. Je ne sais pas, Silas. Les filles viennent de jouer avec Hélène. Peut-être qu'elle est juste fatiguée. Mais je ne le croyais pas. Je ne pouvais pas. Je l'ai regardé dans les yeux, à la recherche d'une fissure, mais il était trop parfait, trop calme. Si je découvre que vous avez fait quelque chose à ma fille, grogna-je, laissant la phrase inachevée. Raymond a juste souri, me tapotant l'épaule. Tu es trop stressé, Siu. Ramenez les filles à la maison et se repose. Cette nuit-là, je me suis éveillé, tenant Maya près. Elle était toujours silencieuse, les yeux écarquillés, mais vides. Je pensais à Émilie, de maman, de Raymond. Quelque chose se passait dans cette maison, et je savais que c'était lié à lui. Je n'avais aucune preuve, mais je l'ai ressenti dans mes os. Je me suis juré. Le mot, malgré les efforts pour les tirer de son silence. Comme des stries de sang et des figures humaines déformées avec des visages tordus comme si elles criaient. Un froid a traversé moi alors que je regardais ces dessins. Maya, qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en pointant la bibliothèque. Elle n'a pas répondu, n'arrêtait pas de dessiner, ses petites mains tremblantes. Je me suis tourné vers Lily, qui jouait avec une poupée dans le coin. Maya a-t-il déjà dit quelque chose à propos d'une étagère? En y avait-il un grand chez grand-père? Lily pensa un instant, puis hocha la tête. Ouais, papa, dans le bureau de grand-père. Il a dit que nous n'étions pas autorisés là-dedans. Le bureau. Je me suis souvenu de mon temps à vivre dans le manoir de Raymond. Il avait une place au bout du couloir, toujours verrouillée, une maman et Émilie n'avaient jamais été autorisées. De plus, mais soyez prudents. Enquêtez davantage. Mais comment? Quand je n'avais aucune preuve, pas de piste, juste les dessins griffonnés d'un enfant de 3 ans. J'ai commencé à planifier de me faufiler dans le bureau de Raymond. Je savais que c'était risqué, mais les dessins de Maya, ses chuchotements et ses souvenirs d'Émilie ne me laisseraient pas rester assis. J'ai attendu une nuit où Raymond était absent. L'occasion s'est finalement venue. Ce fut une soirée pluvieuse, la bruine masquant mes pas alors que je montais sur la clôture arrière. Je savais qu'Hélène, la femme de ménage, dormait en bas, donc je devais faire attention. J'ai utilisé un trombone pour choisir la serrure sur la porte arrière, une astuce que j'avais apprise de Joe tout en travaillant sur de vieilles maisons. Mon cœur battait alors que je monte dans le couloir sombre, éclairé uniquement par un léger clair de lune à travers les fenêtres. Le bureau de Raymond était au bout du couloir, sa lourde porte en bois verrouillée comme toujours. J'ai essayé le trombone, mais la serrure était plus complexe que ce à quoi je m'attendais. Après des minutes de tâtonnement, j'ai entendu un bruit doux en bas.
Les pas d'Hélène. J'ai retenu mon souffle, me pressant contre le mur, priant de ne pas venir. Heureusement, le son s'estompa et j'ai continué à travailler. Enfin, le verrou a cliqué sur ouvrir. J'ai poussé la porte et je suis entré à l'intérieur, allumant la lampe de poche de mon téléphone. Le bureau était comme je l'imaginais, un grand bureau en bois, un fauteuil en cuir et une étagère massive couvrant un mur. C'était exactement comme les dessins de Maya avec des livres couverts noirs soigneusement arrangés. Je me suis approché, mon cœur battant la course. Il y avait quelque chose derrière cette étagère. J'en étais sûr. Je me sentais le long des bords, tiré dans les livres, espérant un mécanisme secret comme dans les films. Puis sous le bureau, je l'ai trouvé. Un petit bouton caché dans une crevasse en bois. Je l'ai pressé, mon haleine attrapant. Une fissure basse retentit et la bibliothèque a commencé à bouger, révélant lentement une petite porte en fer. Je me figeai, sentant le sang dans mes veines se transformer en glace. Derrière la porte est venu un léger son, pas un cri, mais un gémissement comme un animal blessé. J'ai ouvert la porte en fer, ses charnières rouillées grinçant dans l'obscurité. Un escalier étroit et humide conduit vers le bas, l'odeur de la moisissure et du métal frappant mon nez. Je suis descendu à chaque étape prudente, la lampe de poche tremblant dans ma main. L'air était glacial comme entrant dans une tombe. Lorsque mes pieds ont frappé le sous-sol, la lumière a révélé une scène qui a arrêté mon cœur. Sur un vieil lit en métal sous une ampoule sombre était une fille. Alors que je brille la lampe de poche sur elle, je l'ai reconnue. C'était Émilie. Ma sœur, qui, selon moi, était partie pour toujours, était ganteuse et squelettique. Ses mains et ses pieds étaient légèrement enchaînés au cadre du lit. Ses cheveux blonds emmêlés, ses yeux écarquillés mais ternes comme si elle avait oublié ce qu'était la lumière. Émilie, murmurai-je, ma voix s'étouffant. Je me suis agenouillé à côté d'elle, des larmes coulant de façon incontrôlable. Émilie, c'est moi. Silly. Elle m'a regardé, ses yeux sauvages comme si elle n'osait pas croire. Silu? Elle marmonna, sa voix faible et brisée. Est-ce vraiment toi? J'ai hoché la tête, la tirant dans mes bras, sentant son corps fragile trembler. C'est moi, Émilie. Je t'ai trouvé. Ses larmes ont trempé ma chemise en sanglotant. Les cris étouffés d'années, nous pensions que nous nous étions perdus pour toujours. J'ai vérifié les chaînes sur ses poignets. Ils étaient minces mais robustes, verrouillés avec un petit cadenas. J'ai utilisé mon couteau pocket pour les faire ouverts, mes mains tremblant tellement que je l'ai presque laissé tomber. Je vous sors d'ici, dis-je, ma voix ferme malgré le chaos en moi. Émilie secoua la tête, les yeux remplis de peur. Il le saura, murmura-t-elle. Il sait toujours. J'ai serré sa main. Il ne peut plus te blesser. Je suis là maintenant. Lorsque la serrure s'est ouverte, j'ai aidé Émilie à m'asseoir. Elle était si faible qu'elle pouvait à peine se tenir debout et je devais la porter dans les escaliers. Chaque étape était une bataille contre la peur. Craignez que Raymond revienne, qu'Hélène se réveille, que je ne sors pas Émilie à temps. Lorsque nous avons atteint le bureau, j'ai fermé la porte en fer et ramené la bibliothèque en place. Je ne voulais pas que Raymond sache que j'avais trouvé son secret. Pas encore. J'ai emmené Émilie par la porte arrière, la tenant comme un enfant. Elle était terriblement légère, comme si le temps avait drainé sa vie. Je l'ai placée sur le siège avant de mon pick-up, en l'enroulant dans ma veste pour la garder au chaud. Ça va? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Émilie hocha la tête faiblement, mais ses yeux étaient toujours étalés. Elle a chuchoté quelque chose que je ne pouvais pas entendre clairement. Je lui ai tenu la main, combattant la rage brûlant dans ma poitrine. Ne parlez pas maintenant, Émilie. Je vais m'occuper de tout. J'ai conduit à l'appartement, mon esprit courir avec des questions. Pourquoi Raymond avait-il gardé Émilie enfermée? Qu'avait-il fait au cours de la dernière année? Et Maya, avait-elle vu ce sous-sol? Entendu les gémissements d'Émilie. J'ai jeté un coup d'œil à Émilie, maintenant endormie sur le siège, et la culpabilité m'a pesé. Je l'avais laissée derrière, j'ai échoué à la protéger comme j'avais promis à papa. À l'appartement, j'ai transporté Émilie à l'intérieur et je l'ai posée sur le lit. Maya et Lily étaient toujours chez Madame Carter, et je savais que je devais agir rapidement. J'ai appelé le thérapeute de Mia, disant que je devais la voir immédiatement. J'ai trouvé ma sœur, dis-je, ma voix tremblant. Elle était retenue captive. J'ai besoin d'aide.
Le thérapeute a promis de venir le lendemain matin, et je me suis retourné vers Émilie, enroulée sur le lit, sa respiration superficielle. Je me suis assis à ses côtés toute la nuit, lui tenant la main, peur qu'elle disparaisse à nouveau. Émilie s'est réveillée plusieurs fois, marmonnant des mots disjoints. Il a dit, maman n'était pas un accident, a-t-elle chuchoté dans un bref moment de clarté. Mon sang a gelé. Que voulez-vous dire, Émilie? Ai-je demandé, mais elle était déjà retournée à l'endormir. Ces mots, bien que vagues, ont confirmé mes soupçons les plus profonds. Raymond ne tenait pas seulement Émilie captive. Il était connecté à la mort de maman. Le lendemain matin, le thérapeute est arrivé et a examiné Émilie. Elle est gravement mal nourrie physiquement et mentalement, a-t-elle déclaré. Elle a besoin d'aller à l'hôpital immédiatement, et nous devons appeler le mode de la police. Lui. J'ai pensé à Maya, ses dessins, et j'ai réalisé qu'elle aurait pu voir le sous-sol, entendu Émilie. C'est pourquoi elle était devenue silencieuse. Je savais que je devais agir rapidement. Raymond reviendrait bientôt, et s'il trouvait Émilie disparue, il couvrirait ses traces. J'ai pris Émilie à l'hôpital où les médecins l'ont traitée et j'ai appelé la police. Mais je ne me suis pas fait de moi. Sous-sol. Je ne laisserai pas Raymond s'enfuir. Tôt le matin était un endroit chaotique avec les pas pressés des infirmières et l'odeur nette d'antiseptique dans l'air. Je me suis assis au chevet d'Émilie en tenant sa main tandis que les médecins l'examinaient. Elle était si mince que sa peau s'accrochait à ses os, ses yeux ternes de la faim et de la peur. Elle est gravement mal nourrie et montre des signes de traumatisme psychologique sérieux. Un médecin m'a dit, sa voix lourde de tristesse. Nous avons appelé la police. Ils seront bientôt là. À midi, l'officier Harris est arrivé à l'hôpital. Il regarda Émilie, puis moi, les yeux remplis de scepticisme. Monsieur Callahan, a-t-il dit. Vous dites que vous l'avez trouvé dans un sous-sol sous la maison de Monsieur Holloway? Avez-vous une preuve? J'ai serré mes poings, me battant pour garder ma colère sous contrôle. La preuve? Elle est allongée ici, enchaînée dans un sous-sol pendant 1 an. Les dessins de ma fille. Il montre la bibliothèque et la porte du sous-sol. De quoi avez-vous de plus? Harris a pris des notes, mais j'ai vu des hésitations dans ses yeux. Nous enquêterons, a-t-il dit. Mais Monsieur Holloway est un chiffre respecté ici. Nous avons besoin de preuves claires avant d'arrêter qui que ce soit. Je voulais crier pour frapper le mur, mais je savais que cela n'aiderait pas. Je lui ai remis les dessins de Maya et décrit le sous-sol en détail, le bouton sous le bureau, la porte en fer. Allez-y maintenant, dis-je, ma voix tremblante. Il le couvrira si vous attendez. Je ne pouvais pas rester immobile à l'hôpital. J'ai quitté Émilie aux soins du médecin et je suis retourné au manoir de Raymond. Je devais m'assurer que la police avait trouvé le sous-sol avant son retour. À mon arrivée, 2 voitures de police étaient garées à la porte. Harris et un autre officier parlaient à Hélène, la femme de ménage, qui avait l'air frénétique, secouant la tête en leur demandant le sous-sol. Je me suis approché, ma voix ferme. Le sous-sol est sous le bureau. Je vais te montrer. Harris me regarda, puis hocha la tête. Très bien, Callahan, mais si c'est une erreur, vous avez beaucoup de problèmes. Je m'en fichais. Je les ai conduits au bureau, pointant vers la bibliothèque et le bouton sous le bureau. Lorsqu'Harris l'a pressé, la bibliothèque s'ouvrit, révélant la porte en fer. Le deuxième officier a montré une lampe de poche dans l'escalier étroit. L'odeur de moisissure et de métal flottait, et j'ai vu Harris froncer les sourcils. Ils sont descendus dans le sous-sol et j'ai suivi, mes jambes tremblant. Le sous-sol était petit et froid avec le lit en métal où j'avais trouvé Émilie. Les chaînes étaient toujours là, ainsi que quelques couvertures en lambeaux et un seau sale dans le coin. Harris se tourna vers moi, son expression maintenant grave. Nous allons apporter Holloway, a-t-il déclaré. Mais nous aurons besoin que vous répondons à plus de questions. J'ai quitté le manoir et je suis allé au poste de police. Ce soir-là, Raymond a été arrêté dès son retour de Raleigh. Je n'étais pas là, mais Harris a appelé pour m'informer. Holloway nie tout, a-t-il dit. Il prétend que vous compensez pour le salir. Mais le sous-sol et l'état d'Émilie sont des preuves indéniables. J'ai saisi le téléphone, me sentant comme si un poids avait été soulevé de ma poitrine. Mais je savais que l'histoire n'était pas terminée. Émilie avait chuchoté que la mort de maman n'était pas un accident. J'avais besoin de la vérité, pas seulement pour Émilie, mais pour maman, pour Maya et pour moi. Dans les jours qui ont suivi,
La police a creusé plus profondément. Ils ont fouillé l'ensemble du manoir, collecté l'ADN du sous-sol et interrogé Hélène. Sous pression, elle a admis avoir entendu des bruits étranges du bureau, mais a déclaré que Raymond avait menacé de lui faire du mal si elle parlait. Un voisin a également rapporté avoir vu Raymond transporter des boîtes lourdes dans la maison la nuit, mais avait trop peur de le signaler en raison de sa réputation. Les pièces se mettaient en place, mais je savais qu'une partie cruciale manquait toujours. La vérité sur maman. Je suis retourné au poste de police en demandant qu'il rouvre le cas de maman. Nous avons jugé un accident, a déclaré Harris, mais ses yeux étaient moins certains qu'auparavant. Compte tenu de ce que nous savons de Holloway, nous allons jeter un autre coup d'œil. Ils ont tiré d'anciens fichiers, examiné le rapport d'autopsie et trouvé un détail précédemment négligé. Maman avait des ecchymoses sur son bras comme si quelqu'un l'avait serré fermement avant de tomber. Ce n'étaient pas des preuves directes, mais cela a suffi à susciter une nouvelle enquête sur Raymond. Le procès de Raymond a eu lieu 3 mois plus tard dans l'hiver de Bounefroid. Je me suis assis au premier rang en tenant la main d'Emily. Maintenant assez forte pour y assister. Maya et Lily sont restés avec Madame Carter car je ne voulais pas qu'ils soient assistés à ce qui allait arriver. Raymond s'est assis sur la chaise de l'accusé, toujours calme, mais j'ai vu un scintillement de panique dans ses yeux alors que le procureur présentait les preuves. Le sous-sol, les chaînes, l'état d'Emily et le témoignage d'Hélène. Le procureur a appelé Emily au stand. Elle trembla, mais est devenue plus stable alors qu'elle racontait son année de captivité. Il a dit, si j'essayais de m'échapper, il avait blessé mon frère, a-t-elle dit, en me regardant, des larmes coulant sur son visage. Il a dit qu'il avait poussé maman de la falaise pour faciliter la tête de mon corps. La salle d'audience est restée silencieuse et que mon cœur se serra. L'avoir obligé à rédiger la note pour couvrir ses crimes. Alors qu'il a été conduit, je me suis regardé dans les yeux, ne souriant plus, seulement vaincu. Dans mon cœur. Maman était partie. Emily était irrémédiablement marquée. Et Maya, mon enfant de 5 ans, avait été témoin de quelque chose d'aussi horrible que cela la faisait taire. Le printemps suivant, Greensboro m'a accueilli avec des brises douces et une douce lumière du soleil, comme si la nature essayait d'apaiser les blessures dans mon cœur. Mes filles et moi étions retournés dans la ville, laissant Boone derrière avec ses souvenirs douloureux et le manoir froid de Raymond. Notre appartement n'était pas luxueux, mais c'était un endroit où j'espérais reconstruire une maison. Même si c'était juste moi et les filles. Chaque soir, alors que Maya et Lily dormaient profondément, je me suis assis à la table de la cuisine, en regardant par la fenêtre, réfléchissant à ce que j'avais perdu et à ce que j'avais encore cher. Emily ne pouvait pas venir vivre avec moi tout de suite. Après son temps en captivité, elle avait besoin de temps et de soins spécialisés. Je l'ai inscrite dans un centre de traitement psychologique à Greensboro où les médecins et les spécialistes l'ont aidée à se récupérer lentement. La première fois que j'ai visité, je l'ai vue assise dans une pièce lumineuse en tenant un crayon dessinant une image d'un cheval, tout comme celle qu'elle a l'habitude de dessiner quand elle était enfant. Silly, dit-elle, sa voix faible, mais avec une lueur de lumière. Je veux tout tirer à nouveau. Je l'ai serrée dans ses bras, des larmes coulant sur mon visage, sentant une étincelle d'espoir que ma sœur était toujours là, malgré ses cicatrices profondes. Maya a également commencé son voyage de guérison. Après des semaines de thérapie, elle a recommencé à parler, mais seulement en phrases courtes. Un soir, alors que je lisais une histoire au coucher aux filles, Maya a soudainement saisi ma main et m'a chuchoté, « Papa, j'ai vu tante Emily au sous-sol. » J'avais peur. Je l'ai tenue fermement, combattant les larmes. « Je suis vraiment désolé, Maya. Je ne savais pas. Mais tu étais si courageux, et tante Emily est en sécurité maintenant. » Elle hocha la tête, les yeux toujours teintés de peur. Mais j'ai vu un petit sourire scintiller sur son visage. Le premier depuis des mois. Notre guérison n'était pas facile. Certaines nuits, je me suis éveillé, hanté par des images d'Emily dans le sous-sol, ça, les derniers mots de Mom, Raymond de Raymond, je me demandais si je pouvais avoir fait quelque chose de différent, je pouvais avoir arrêté quelque chose, ce que je n'avais pas fait de quelque chose de différent, je n'aurais pas pu faire quelque chose de différent. Une ombre. Étaient des enfants, tu me disais des histoires de fantômes là-bas. J'ai souri, se sentir un peu de soulagement. Nous nous sommes assis là sous la lumière du soleil, regardant les filles courir et jouer. Je ne savais pas ce que l'avenir tenait. Emily pourrait avoir besoin d'années pour récupérer complètement, et Maya pourrait toujours porter la mémoire de ce sous-sol. Mais je savais que nous avions les uns les autres.
Nous étions une famille, marquée et imparfaite, mais assez. J'ai levé les yeux vers le ciel, pensant à maman, à papa, de ce qu'ils m'avaient appris. L'eau est l'élément vital, Silly, avait dit papa. Je l'ai compris maintenant. Pas seulement sur les tuyaux que j'ai fixés, mais sur l'amour, la connexion et le courage qui nous ont traversés, nous gardant en vie. J'ai tenu la main d'Émilie, ressentant sa chaleur et je savais que peu importe à quel point le passé est douloureux, nous trouverions un moyen de guérir un jour à la fois.